Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Francine Forgette-Marin, je suis la directrice Affaires santé et recherche à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC et je serai la modératrice pour toute la durée du webinaire. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre webinaire dans le cadre du mois du cœur, Sentiment du cœur, prise en charge de la santé mentale dans les soins de l'insuffisance cardiaque, qui fait partie de la série de webinaires de cœur et AVC pour les professionnels de la santé dans tout le continuum de soins. J'aimerais d'abord débuter par reconnaître le territoire sur lequel nous nous rassemblons aujourd'hui, ici à Montréal. Il s'agit du territoire traditionnel non cédé de la nation Mohawk. Ce rassemblement reflète un engagement commun envers l'équité et l'équité en santé en particulier. Je vous encourage donc à réfléchir sur ce que cela signifie pour vous dans votre travail et dans l'ensemble de votre vie, et cela d'un océan à l'autre. Avant de vous présenter nos conférencières, je veux d'abord vous transmettre quelques informations techniques. Tel qu'indiqué dans la diapositive, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou de vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé. Vous pouvez également déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la section Questions. Une fois que les conférencières auront terminé la présentation, je pourrai les poser. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans cette même boîte à droite de votre écran tout au long de la séance. J'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer que vous êtes bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Cela nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour réécouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, ainsi qu'un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions qui vous donnera droit à votre certificat de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. Allons-y maintenant avec le webinaire. Nous sommes très heureux de vous présenter Sentiment du cœur, prise en charge de la santé mentale dans les soins de l'insuffisance cardiaque. Nous aurons l'occasion de discuter sur la santé mentale dans les soins de l'insuffisance cardiaque. Les personnes qui vivent avec une insuffisance cardiaque et les professionnels de la santé qui les soignent ont tous signalé les lacunes importantes au niveau du soutien et des services en matière de santé mentale dans les systèmes de soins de l'insuffisance cardiaque. L'objectif de ce webinaire est de sensibiliser, renseigner et encourager les professionnels de la santé à intégrer la santé mentale dans les soins habituels de leur pratique. Il vise également à encourager les personnes vivant avec une insuffisance cardiaque à faire part de leurs préoccupations en matière de santé mentale à leur équipe de soins et à chercher le soutien dont elles ont besoin pour optimiser tous les aspects de leur santé. Nous discuterons tout au long du webinaire avec Marie-Ève Auger, qui est une personne avec une expérience vécue, et Dr Pascal Lehoux, psychologue au service de cardiologie du CHUM. Merci à nos conférencières d'aujourd'hui qui prennent le temps, dans le cadre de leurs fonctions et activités, de se libérer. Nous allons maintenant introduire à tour de rôle les conférencières. Il me fait plaisir de vous présenter Marie-Ève Auger, qui a 40 ans et souffre d'insuffisance cardiaque depuis 12 ans à la suite de l'accouchement de son premier enfant. Elle a reçu le diagnostic de cardiomyopathie postpartum avec insuffisance mitrale sévère. La médication et les traitements ont permis de stabiliser son état de santé avec une fraction d'éjection de 25 à 30 Il y a 3 ans, son cœur a recommencé à s'hypertrophier et sa fraction d'éjection s'est abaissée à 20 Deux interventions ont été tentées en 2019 et 2021 pour retarder la greffe cardiaque, mais elles n'ont pas donné les résultats espérés. Actuellement, Marie-Ève est sur la liste d'attente d'une greffe cardiaque. Son état de santé est stable et elle recommence à faire ses activités habituelles tout en espérant repousser le plus longtemps possible la grève. Alors, à vous, Marie-Ève. Merci beaucoup, Madame Marin. Comme Madame Marin l'a expliqué, mon diagnostic a été émis en 2010 de l'insuffisance cardiaque qui était inconnue pour moi à ce moment.
Mais ce qui a facilité les différentes étapes de l'annonce du diagnostic, c'est que j'ai eu la chance, l'immense chance que dès le départ, l'endroit où j'étais soignée ont mis à ma disposition le service d'un intervenant en psychologie, que ce soit psychiatre ou psychologue. J'ai eu la chance, dès le départ, d'avoir cet accompagnement-là. Que ce soit pour moi ou pour ma famille, ça a fait une immense différence. Car c'est sûr que les médicaments, les différents traitements médicaux, c'est la base, on s'entend. Mais pour ce qui est du diagnostic, c'est tellement une annonce qui est frappante, qui est dure, que ça vient tout chambouler au niveau de nos émotions, au niveau de ce qu'on avait prévu de faire. Tous nos projets, notre vie est chamboulée de A à Z. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer. Notre famille, de leur côté, ont des choses à gérer aussi. Donc, pour moi, la présence des intervenants en psychologie ont fait une immense différence pour ce qui est de l'apprentissage de mon diagnostic. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'annonce, puis ça a un impact majeur, ça a fait une immense différence. Sauf que ça s'arrête pas là. T'sais, un coup que l'évaluation a été faite, puis qu'on a vu comment que la patiente gérait la maladie, il y a un suivi par la suite. Moi, ce suivi-là a été fait. Donc ça veut dire que quand je suis sortie de l'hôpital à l'externe, j'ai continué à avoir des rendez-vous. J'ai pu continuer à parler à une thérapeute, de véhiculer mes émotions parce que j'avais d'immenses deuils à vivre. Je prends mon exemple à moi, le fait de ne plus pouvoir avoir d'autres enfants alors que j'avais pu en avoir un deuxième. Ça a été un de mes plus gros deuils. Fort heureusement, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a accompagnée là-dedans. Et aussi de m'apprendre à y aller une étape à la fois. Parce que la maladie, c'est une grosse vague qui nous arrive en plein visage. Ça fait beaucoup à gérer en plus de la médication, du changement d'alimentation, les rendez-vous. Donc, à un moment donné, on a beau être bien au départ, mais ça vient nous jouer dans la tête, c'est sûr et certain. Donc, l'accompagnement de quelqu'un qui est en psychologie est primordial au niveau de la convalescence. Autant au niveau, tu sais, si je prends, c'est important de bien se nourrir, donc les nutritionnistes, prise de médicaments, les cardiologues, puis tout ça, faire de l'exercice, donc les programmes d'entraînement. Mais le psychologique fait partie de cette chaîne-là. On enlève ce maillon-là, puis au niveau de notre gestion de la maladie, il manque quelque chose de primordial. Donc, moi, ça m'a aidé énormément à gérer mes incertitudes. Je suis quelqu'un qui aimait et aime encore avoir le contrôle sur ses choses, sur sa vie, sur ses projets. J'ai dû apprendre à contrôler ce que je pouvais et à laisser aller au mieux que je pouvais ce que je pouvais pas contrôler. Tu sais, je sais pas ce qui va se passer. Je peux pas prévoir 10 ans à l'avance, même, tu sais, au pire, une journée à la fois, c'est ce qu'il faut que je fasse. Puis ça, c'est les intervenants en psychologie qui ont pu m'aider à apprivoiser ce pan-là de ma vie, là, tu sais, que j'avais pas l'habitude de faire. Oui, c'est important quand on a des montagnes russes, parce que cette maladie-là, c'est des montagnes russes, comme Mme Marin l'a dit au début. J'ai eu différentes interventions, différentes annonces, que ce soit quand on me dit que ta fraction d'éjection baisse ou que ça va subir, dans mon cas, une opération à cœur ouvert. C'est des raz-de-marée, c'est des montagnes russes, ça va bien, ça va moins bien. Les émotions vont dans tous les sens. Donc, c'est important qu'à ce moment-là, on ait un soutien autant au niveau de notre famille que d'un point de vue des thérapeutes, mais aussi quand ça va bien. Le contact doit être là à tout moment. Tu sais, c'est pas OK, on lui donne de l'aide psychologique quand ça va bien, ça va pas bien, puis quand ça va bien, on arrête ça. Moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un, même quand ça va bien, de pouvoir parler de mon quotidien,
de voir comment je gère ça, puis tout ça, parce qu'on ne sait pas, il y a peut-être quelque chose que je me rends pas compte qui accroche, qui va pas bien, puis là, j'apprends à le gérer différemment, et en même temps, ça me prépare à ce qui s'en vient par la suite, sans focusser là-dessus, puis venir fou, mais d'apprivoiser tranquillement ce qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, de continuer ce travail-là, que ça aille bien ou pas au point de vue du patient, ça fait une immense différence. Moi, présentement, oui, je vais bien malgré les annonces qui m'ont été faites, mais c'est grâce en partie, en très grande partie, au fait que je suis suivie au point de vue psychologique, même si je vais bien présentement, je suis dans un bon état émotionnel et psychologique, mais il y a des fois que ça va pas bien, là, que j'angoisse puis tout ça. Et à ce moment-là, je sais que je peux compter sur ce soutien-là. Donc, oui, quand ça va mal, très important. Et aussi quand ça va très bien aussi. Parce que ça nous prépare à ce qui s'en vient au pire. Faut pas oublier que, tu sais, j'ai mentionné un peu plus tôt, le soutien familial est primordial, ça fait partie de la chaîne. Oui, j'ai un entourage, je me confie, puis tout ça. Même à mes médecins, je me confie, mais il reste que les thérapeutes ou psychologues, psychiatres, peu importe qui vous décidez de consulter ou les services qui vous sont offerts, prenez-les. Il y a une limite à ce que la famille peut faire. Avec toute la bonne volonté, on a besoin de leur soutien, mais arrivé à un certain point, aller chercher l'aide professionnelle qui ont les outils, des techniques, que ce soit au niveau de la respiration ou quoi que ce soit, de la gestion du stress, euh, ils ont les outils. Chose que notre entourage n'a pas nécessairement, même si on a la meilleure des volontés. Puis des fois, c'est de notre côté, en tant que patiente, ben, de personnes, il y a des choses qu'on ne veut pas nécessairement dire à notre conjoint, conjointe ou à nos parents, dans mon cas, pour pas les inquiéter ou quoi que ce soit, parce que ça va pas si mal que ça ou ils en ont assez sur les épaules. Mais à ce moment-là, la personne qui est professionnelle, elle est extérieure à notre situation émotionnelle et a les outils pour nous sortir de cette angoisse-là. Moi, dans mon cas, souvent, je vis des angoisses lorsque j'ai des grosses annonces. Au quotidien, j'arrive à quand même bien gérer, mais c'est un travail que je fais depuis 2010. Comme je disais au début, j'ai eu la chance, moi, mais c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui l'accompagne depuis le début, qui est là à toutes les étapes. C'est primordial. Je le répéterai jamais assez. Ça fait une immense, immense différence euh, dans, dans l'acceptation de ce qui se passe dans notre vie, de ces gros changements-là. Et si je pourrais dire, dans le fond, un dernier point, euh, moi, j'ai la chance d'avoir un immense soutien au point de vue psychologique, mais ça fait en sorte aussi que notre famille, en contrepartie aussi, reçoit un peu de cette aide-là. C'est sûr que aussi peut-être d'intégrer plus comme les membres proches de la famille aussi, parce que c'est très lourd ce qu'ils ont à vivre. Euh, Moi, je sais que dans mon cas, mon expérience est encore très, très, très utile et bénéfique. Il y a des gens qui vont peut-être hésiter à demander cette aide-là ou vérifier si elle est disponible, parce que probablement que ça ne l'est pas partout. Moi, j'ai eu cette chance-là. Faut pas hésiter à la prendre. C'est pas une faiblesse, au contraire, que de reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est juste montrer que santé, pour notre santé de notre cœur, aller chercher cette aide-là, c'est comme bien se nourrir, respecter notre limite liquidienne, prendre nos médicaments, aller chercher de l'aide pour que notre psychologique soit aussi bien que le reste. Je crois que c'est essentiel. Donc, si mon message, c'est ça, c'est que ces services-là soient disponibles à toutes les personnes souffrant de maladies cardiaques. Ça fait partie
intégrante de notre bien-être et de notre convalescence. Puis moi, j'ai la chance, donc je remercie le système de m'avoir donné cette chance-là. Puis n'hésitez pas à le recommander ou à dire à quelqu'un, va chercher de l'aide. C'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Donc, je vous remercie beaucoup. Un grand merci, Marie-Ève, pour votre témoignage. Nous pouvons voir à quel point vous avez fait preuve de force et de résilience, puis bravo pour cette détermination à toute épreuve, pour votre courage dans l'adversité de la maladie. Merci encore. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter notre prochaine conférencière, Dr. Pascal Lehoux, qui est psychologue de la santé et travaille au service de cardiologie et de chirurgie cardiaque du CHUM depuis 20 ans. Après avoir terminé ses études supérieures en psychologie clinique et en recherche, elle a suivi une formation postdoctorale en traitement des troubles de la personnalité. Elle a également suivi une formation en rétroaction biologique et en cohérence cardiaque. Elle dispense des soins psychologiques aux patients cardiaques qui ont de la difficulté à s'adapter à leur état et qui présentent des maladies complexes et rares en soins actifs ainsi qu'en réadaptation cardiaque. Elle est également superviseure clinique pour les étudiants au doctorat en psychologie clinique ainsi que pour le personnel médical et de la santé mentale. Tout au long de sa carrière, elle s'est impliquée activement dans des comités hospitaliers et provinciaux afin de développer des soins psychologiques pour les patients cardiaques, ainsi que pour faire de la prévention et de la promotion de la santé pour cette clientèle particulière. Elle donne également des cours, des séances de formation et des conférences sur la psychologie de la santé et la pathologie de la personnalité à des étudiants diplômés et au personnel médical et de la santé mentale. Alors, c'est à vous, Dr. Lehoux. Merci beaucoup, Madame Marin, pour cette belle présentation. Donc, je remercie en premier lieu la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC à m'avoir invité à venir vous parler d'un thème qui m'est très cher, puis qui est présent dans la majorité, sinon dans toutes les consultations que j'ai avec mes patients qui souffrent de maladies cardiaques au quotidien. Les patients qui, je trouve, sont très courageux, puis font preuve de beaucoup de résilience, comme nous a bien souligné là, Madame Auger, face aux défis qu'ils peuvent rencontrer là, par rapport à la maladie. Il y a un petit délai dans les diapositives, je suis désolée. OK, ça fonctionne. Bien désolée du petit délai. Donc, la maladie, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie complexe avec des causes multiples et des trajectoires et des défis qui vont être multiples également et différemment vécus pour les personnes qui en souffrent. Donc, les patients qui ont eu ou qui ont ce diagnostic sont confrontés à de l'inconfort physique, de la douleur, des deuils importants tant au niveau psychologique qu'au niveau physique, comme de renoncer par exemple à une profession, de renoncer à des capacités physiques, de faire du sport, de faire du sport de compétition par exemple. Certains peuvent avoir à changer leurs activités quotidiennes également. Vivent beaucoup d'angoisse par rapport à leur avenir, des angoisses de la mort, des enjeux de fin de vie aussi. C'est des traitements complexes qui leur sont prescrits. Par moment, ils peuvent vivre des hospitalisations multiples. Tout ça peut provoquer un changement au niveau de leur perspective de vie, de leur valeur de vie et provoquer de la détresse émotionnelle, des troubles de santé mentale, des troubles du sommeil qu'il faut repérer et bien traiter. Donc, le commun dénominateur à tout ça, c'est l'incertitude, comme l'a bien souligné Madame Auger précédemment. Les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque sont confrontés à de l'incertitude tout au long de leur maladie et ce n'est pas une mince tâche à gérer. Il y a un petit délai pour la diapositive encore.
Donc, comme je l'ai précédemment indiqué, l'adaptation psychologique à l'insuffisance cardiaque, c'est un défi exigeant parce qu'il faut apprendre au sujet de cette maladie complexe, puis apprendre aussi toute la complexité des traitements qui peuvent varier au cours du temps. Il faut accepter les limites physiques, les effets secondaires de la médication, les limites qui vous sont prescrites au niveau, par exemple, de votre apport en liquide par jour, de l'apport en sel, etc. Donc, faire plusieurs changements, s'adapter à un nouveau mode de vie avec l'incertitude, gérer des possibles impacts traumatiques aussi de l'insuffisance cardiaque sur votre vie. Donc, par exemple, ça peut activer une peur de la mort, ça peut aussi réactiver des expériences passées douloureuses, par exemple en lien avec des hospitalisations passées qui ont été traumatisantes, ou ça peut aggraver des conflits dans la famille qui sont déjà présents. Puis il faut faire tout ça tout en nourrissant l'espoir puis votre potentiel personnel. Parce qu'il y a de l'espoir, puis il faut miser sur le potentiel pour affronter tous les défis, puis être capable de tolérer puis de passer au travers les traitements. Donc, demander de l'aide devient crucial si apparaissent des difficultés de santé mentale. On va le voir dans quelques minutes, là, les troubles qui sont les plus prévalents, qui sont centrés là, sur la dépression puis les troubles anxieux. Puis malheureusement, en général, ces troubles-là ne sont pas suffisamment identifiés et traités. Donc, c'est bien important pour les professionnels de la santé qui sont avec nous aujourd'hui de développer un réflexe, d'évaluer, de dépister la présence de troubles dépressifs ou de troubles anxieux chez nos patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Donc, en général, ce qu'on voit davantage, c'est de la détresse émotionnelle puis des troubles d'adaptation chez les patients qui ont de la difficulté à s'adapter à leur maladie. Il y a aussi la présence de dépression majeure chez à peu près un peu plus de 20% de nos patients, puis 2 patients sur 3 vont avoir des symptômes dépressifs. Puis ça, c'est très important de bien repérer et dépister la dépression parce que c'est associé à une moindre qualité de vie, à une moins bonne évolution au niveau de la santé cardiaque, puis à un risque accru de mortalité, en plus d'être associé à une souffrance significative chez les personnes qui en souffrent. On sait que les femmes sont plus à risque en raison de différences hormonales, puis il y a aussi plusieurs hypothèses qui portent là, sur la surcharge de rôle par rapport chez les femmes là, qui serait plus importante par rapport aux hommes. Et le guide de pratique récent de l'ACC puis de la HA alerte face au risque important de dépression majeure en insuffisance cardiaque, d'où l'importance de le dépister de façon régulière. Les troubles anxieux, eux aussi, sont présents chez à peu près 13% de nos patients, puis 30% vont avoir des symptômes significatifs, ce qui occasionne de la souffrance également. Et s'ils ne sont pas traités, ils risquent aussi d'aggraver la condition cardiaque et de favoriser une moins bonne évolution. Les troubles du sommeil, comme l'insomnie, comme l'apnée obstructive du sommeil, sont également présents, puis il faut aussi les dépister. Donc, il y a plusieurs moments clés pour évaluer la détresse et la souffrance émotionnelle dans le parcours de l'insuffisance cardiaque. Puis, Mme Auger nous en a parlé précédemment. Donc, il y a des moments clés où il y a, par exemple, l'investigation initiale. Donc, lorsqu'on apprend initialement qu'on souffre d'insuffisance cardiaque, ça peut provoquer tout un choc, toute une remise en question. Donc, c'est important pour les professionnels de la santé de dépister la présence de détresse, la présence de dépression, d'anxiété à ces moments. Au cours du traitement aussi, très important, il y a des moments clés de changement de traitement, le début, les ajustements, les périodes où c'est plus difficile pour nos patients de suivre les recommandations, quand il y a des chirurgies, quand il y a l'implantation du défibrillateur, des traitements en électrophysiologie cardiaque. Tous ces moments-là sont des moments où nos patients pourraient vivre plus de détresse psychologique ou plus de dépression, d'anxiété. Donc, il faut vraiment être sensible à l'importance de les diagnostiquer à ces moments puis de leur offrir du soutien. L'évolution de la maladie aussi présente des défis qui peuvent provoquer de la détresse. Les moments d'hospitalisation, les moments où la maladie progresse, où on s'approche de la nécessité de faire une greffe cardiaque, par exemple. L'évaluation pour la greffe, c'est un processus qui est très ardu pour la plupart de nos patients. Donc, c'est important d'être sensible à la présence de détresse psychologique à ce moment-là aussi. Puis évidemment, nos patients vivent d'autres choses que leur maladie aussi. Donc, ils peuvent vivre des événements de vie qui peuvent être confrontants, des deuils, des changements de rôle, des étapes développementales clés.
d'un passage à la retraite, par exemple. Donc, c'est important de bien parler avec eux pour voir s'il n'y aurait pas d'autres facteurs dans leur vie qui pourraient aussi les affecter et les rendre plus vulnérables à de la détresse psychologique. Puis évidemment, bien, les enjeux de fin de vie aussi peuvent provoquer aussi beaucoup de tristesse puis d'insécurité. Donc, pourquoi est-il important de traiter la dépression? Bien, parce qu'elle peut provoquer, comme je l'ai dit, une souffrance psychologique importante, nuire à la prise de médication. Les études le montrent, les patients qui sont déprimés ont tendance à moins bien prendre leur médication, à oublier des doses de médicaments. Et ça, c'est pas parce qu'il y a un manque de volonté ou d'effort, mais c'est parce que les symptômes même de la dépression provoquent des troubles de la mémoire, puis des difficultés de concentration. Donc, c'est plus difficile de suivre des protocoles de traitement qui vont être plus complexes. La dépression peut empêcher la modification des habitudes de vie. Le patient déprimé aura de la difficulté juste à prendre sa douche le matin. Donc, quand on lui demande de changer son alimentation, de faire plus d'activité physique, il n'aura pas l'énergie nécessaire pour le faire. La dépression peut nuire à la capacité à établir et à maintenir des relations. On a tendance à vouloir s'isoler quand on est déprimé. Elle peut augmenter l'occurrence des événements cardiaques, mettre les patients plus à risque à ce niveau-là, augmenter les séjours à l'hôpital, puis augmenter aussi malheureusement le risque de mortalité. Donc, plein de bonnes raisons de traiter la dépression. Donc, comment savoir si vous souffrez de dépression? Donc, voici une liste de symptômes qu'il faut prendre au sérieux. Donc, pour avoir un diagnostic formel, il faut avoir au moins un des 2 premiers symptômes, donc la tristesse tous les jours pendant au moins 2 semaines et ou une perte d'intérêt et de plaisir avec une combinaison de 5 symptômes dans la liste que je vous présente ici. Donc, par exemple, problème de sommeil, insomnie ou hypersomnie, agitation, manque d'énergie, sentiment de dévalorisation, culpabilité excessive, difficulté de concentration ou pensée suicidaire aussi. Donc, pour les professionnels de la santé qui sont avec nous aujourd'hui, le Patient Health Questionnaire est vraiment un questionnaire de dépistage qui est très utile pour aider à dépister la présence de dépression chez nos patients. Donc, il est composé de 2 questions. Donc, au cours des 2 dernières semaines, est-ce que vous avez éprouvé peu d'intérêt ou de plaisir à faire des choses? Donc, ça cible l'anédonie. Puis, la deuxième question porte sur la tristesse. Donc, si nos patients cotent positif à une de ces deux questions-là, ben, il faut évaluer leur état de santé mentale plus précisément pour éliminer ou confirmer un diagnostic de dépression majeure. On peut vouloir leur faire passer le PHQ-9, que je vous présente ici à l'écran, puis vous avez la référence sur le web là, pour trouver les outils de dépistage. Puis pour faire un diagnostic de dépression formelle, il faut s'adresser soit à un psychologue ou à un médecin ou une infirmière spécialisée dans le domaine pour faire les diagnostics formels. Mais c'est des outils qui peuvent être tout à fait utiles pour faire un dépistage de base. Donc, quand faut-il consulter? Bien, quand nos patients, ou si, pour les patients qui nous écoutent, si vous avez plusieurs signes ou symptômes depuis 2 semaines, dont la tristesse et la perte de plaisir, si votre qualité de vie et votre capacité à faire vos activités quotidiennes est affectée, puis c'est important d'en parler le plus rapidement possible à votre cardiologue, votre équipe soignante ou médecin de famille. Puis en général, on va commencer par prescrire ce qu'on appelle des auto-soins qui sont fondés sur de la psychoéducation, donc comment prendre soin de vos habitudes de vie, faire de l'activité physique, vous relier à vos proches, faire attention à votre réseau de soutien social, votre estime de soi. Puis ça, si ça, c'est pas nécessaire, mais là, il y a une prescription de psychothérapie et ou d'antidépresseurs. Puis, si vous avez des idées suicidaires, c'est très important d'en prendre soin dans l'immédiat. Donc, on a une ligne de prévention du suicide au Québec, le 1866 appel. Vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et vous présenter à l'urgence si vous vous sentez à risque ou appelez le 911, mais de ne surtout pas rester seul avec ces idées qui peuvent être très douloureuses et perturbantes. Donc, on va passer à une deuxième section maintenant. Comment prendre soin de vous tout en vivant avec l'insuffisance cardiaque, ce qui n'est pas un défi qui est mince. Donc, il y a 3 sphères de stratégie qui sont importantes de considérer si on veut vous aider à optimiser vos stratégies pour bien vivre avec l'insuffisance cardiaque. Donc, l'état d'esprit de base, c'est important. Donc, la recherche nous montre que les patients qui ont une adaptation active puis des stratégies de résolution de problèmes, au lieu d'être seulement focusés sur leurs émotions, ont tendance à avoir
une adaptation plus favorable. Et c'est associé à une meilleure santé cardiaque et aide la gestion efficace de l'insuffisance cardiaque. Donc, par exemple, si de faire un plan, par exemple, si vous avez des douleurs cardiaques, d'aller à l'urgence, d'aller consulter, d'avoir ça en tête, c'est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui serait bien malgré lui, parce que personne ne fait exprès d'être en déni, mais qui serait en déni, puis qui n'aurait pas de plan pour aller consulter s'il faisait l'expérience d'angine, puis qui pourrait se retrouver seul à la maison à faire un infarctus qui pourrait le confronter à la mort ou à une aggravation de son état. C'est important aussi de développer de la flexibilité parce que dans les stratégies que je vais vous présenter dans quelques minutes, il n'y en a aucune qui fonctionne tout le temps. Il faut vraiment l'adapter à chaque situation, les essayer, puis les changer aux besoins aussi. Donc, c'est important d'être proactif, de demander de l'aide de votre entourage puis de votre équipe soignante aussi et de demeurer dans tout le processus bienveillant avec vous-même parce que ce n'est pas un enjeu de performance. Ça se peut que certaines stratégies vous échappent au début ou vous vous sentiez moins bon à les mettre en place et c'est tout à fait normal. Donc, l'important, c'est de les essayer puis de les pratiquer. Comme un peu quand on essaye d'apprendre un instrument de musique, il faut faire plusieurs gammes avant d'y arriver. Il faut aussi respecter vos limites personnelles puis pas vous surcharger parce que vous avez déjà beaucoup de choses à intégrer dans vos vies quotidiennes avec les traitements, avec la médication. Donc, d'y aller tranquillement, une étape à la fois, très important, avec des objectifs réalistes. Oups, j'ai sauté trop vite. Donc, en premier lieu, au niveau physique, c'est important d'éviter le tabac, l'alcool et les drogues parce que ces substances peuvent aggraver votre état de santé cardiaque, mais aussi contribuent à déstabiliser au niveau de l'état psychologique. Ils peuvent provoquer de l'anxiété, peuvent provoquer plus de dépression aussi. C'est important de protéger votre sommeil et vos périodes de repos, de protéger votre santé, peu importe l'effort et les coûts. Donc, de suivre les directives médicales. On est toujours plus rassuré quand on sait qu'on fait tout ce qu'on peut faire pour prendre le contrôle sur une situation qui peut nous faire vivre beaucoup de sentiments de perte de contrôle comme l'insuffisance cardiaque. De devenir un expert de votre maladie, de bien la connaître, de bien connaître vos traitements. C'est très important. Puis, les recherches le montrent, les patients qui ont des connaissances accrues sur l'insuffisance cardiaque ont une meilleure évolution au niveau de leur maladie, de bien prendre votre médication, puis de surveiller votre réponse. Comme ça, vous allez être capable d'en parler au personnel soignant quand vous allez les revoir, puis vous allez devenir vraiment des partenaires actifs de vos soins. Ça, c'est très important parce qu'on a besoin de votre expertise pour bien vous traiter. Et de demander de l'aide et de consulter votre équipe médicale ou l'urgence quand vous allez moins bien, de jamais hésiter. De rester actif aussi au niveau physique, très important. Puis on sait que l'activité physique aussi, c'est un traitement reconnu pour les enjeux de dépression majeure. Donc, 2 bonnes raisons pour le cœur puis pour la santé mentale de rester actif. Donc, de discuter avec votre équipe médicale des moyens de rester physiquement actif avec votre insuffisance cardiaque. Puis, il y a des programmes de réadaptation aussi qui sont disponibles et en lien avec plusieurs centres hospitaliers au Québec. Donc, c'est important de vous informer pour le faire en sécurité aussi. Au niveau psychologique, c'est important d'accepter ce que vous ressentez sans jugement. On sait que toutes les émotions sont légitimes. Même si on éprouve de la colère, c'est tout à fait légitime. Ça nous indique qu'une partie de nous-mêmes est blessée. Donc, les émotions qu'on éprouve sont involontaires, puis elles sont tout à fait importantes, autant les unes que les autres. C'est important de comprendre les raisons derrière ces émotions-là. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous vous sentez impuissant? Est-ce que vous avez de la difficulté à tolérer une perte de contrôle? Donc, de vous questionner sur ce qui vous amène à ressentir les émotions sans jugement. De développer des outils pour bien vous apaiser, ça, c'est crucial. Donc, de développer une routine quotidienne rassurante, d'avoir des heures de repos, des heures d'éveil, puis des heures de sommeil, puis d'avoir des périodes de préparation au sommeil, très important aussi. De réduire votre hyperactivation. Donc, de pratiquer toutes sortes de stratégies, comme par exemple la respiration abdominale, la relaxation guidée, le yoga, le qigong, qui peuvent vous amener à stimuler ce qu'on appelle la partie parasympathique du système nerveux autonome, la partie qui va favoriser le calme. De faire des activités physiques plaisantes aussi, de faire des bains de nature, ça c'est le Shinrin-yoku. Donc, c'est une méthode qui est développée par les Japonais d'immersion dans la nature puis qui a des impacts vraiment bénéfiques tant au niveau du cerveau qu'au niveau cardiovasculaire. De réduire la détresse en acceptant ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, de se centrer sur ce qu'on peut contrôler puis de laisser aller le reste. De cultiver puis de savourer les émotions positives, très important. Donc, la gratitude, l'humour, les liens avec les autres, les activités plaisantes.
Un exercice que j'aime bien prescrire à mes patients, c'est de penser le soir avant de s'endormir à 3 choses pour lesquelles ils ont développé de la gratitude pendant la journée. Ça peut être des choses aussi simples que d'avoir parlé à quelqu'un qui nous a fait du bien, d'avoir mangé quelque chose qui nous plaît, d'avoir assisté à un beau coucher de soleil, donc de trouver le plaisir et puis la gratitude dans les petites choses de votre vie. De garder un contact régulier avec les gens que vous aimez, de les appeler, de rester en contact. Notre contact avec notre entourage, c'est nos tranquillisants naturels. Donc, on a vraiment besoin de les avoir autour de nous pour s'apaiser. Puis de prendre du temps seul, mais éviter l'isolement ou le retrait, très important. Finalement, la dernière sphère pour prendre soin de vous, c'est la sphère spirituelle. Donc, de laisser aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. On l'a déjà nommé au niveau psychologique, mais au niveau spirituel, c'est important aussi. Ça peut être une valeur de vie, de vous donner de la fierté afin de faire face à ce que vous ne pouvez pas changer, de donner un sens à votre expérience selon vos valeurs et vos aspirations. Comme être humain, on a besoin de trouver un sens par rapport aux épreuves de vie auxquelles on est confronté. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Donc, pour certains de mes patients, ça a été de se dire que les relations avec leurs proches qu'ils avaient négligées, là, ils voulaient changer ça, puis s'y investir davantage, s'investir davantage dans des rêves qu'ils avaient mis de côté depuis trop longtemps. Donc, des rêves soit ça peut être un changement de hobby, un changement de carrière, de ne pas se laisser aussi définir par la maladie. Vous êtes plus que la maladie, vous souffrez d'une maladie, mais vous n'êtes pas la maladie. Donc ça, c'est bien important de garder ça très, très au clair à l'intérieur de vous, de rechercher à avoir le positif en vous et en les autres, de nourrir votre sentiment de connexion. Donc, on fait partie tous d'une plus grande communauté, puis les hommes ont vécu des défis puis des tracas au cours des générations passées. Puis c'est intéressant de pouvoir apprendre d'eux, apprendre comment ils s'en sont sortis. Donc, il y a plusieurs preuves de courage dans l'humanité et on peut en apprendre. De maintenir vos buts personnels, un sentiment de direction, puis de nourrir le sens à votre vie. Très important aussi de continuer à vivre, de continuer à faire des projets, bien entendu, tout en prenant soin de votre santé cardiaque. Des outils utiles, oups, excusez-moi, je vais aller un petit peu trop vite. Des outils utiles pour apprendre à vous apaiser. Donc, on a les applications mobiles pour la méditation que j'aime beaucoup prescrire à mes patients. Donc, il y a Calm, Headspace, Boodify. Il y a Inner Balance qui fait des outils de cohérence cardiaque qui sont très intéressants. Et Petit Bambou aussi en français. Donc, des outils pour apprendre des stratégies de relaxation, de respiration, de méditation. Et pour la cohérence cardiaque, il y a le HeartMath Institute. Je vous ai mis le site Internet que vous pouvez consulter. Puis, il y a des exercices aussi sur YouTube. Donc, vous avez juste à entrer la cohérence cardiaque, puis vous pouvez y accéder facilement. Donc, quand demandez de l'aide psychologique, si vous ressentez beaucoup de difficultés à accepter votre insuffisance cardiaque et l'évolution de votre état cardiaque, si vous avez des difficultés à suivre les directives médicales et votre plan de traitement, si vous avez de la difficulté à vous occuper de vous-même, à adapter votre vie aussi à l'insuffisance cardiaque ou à gérer des enjeux de fin de vie ou une crainte de la mort à laquelle vous êtes confronté, si vous vous sentez souffrant puis atteint de symptômes dépressifs ou anxieux, si vous avez de la difficulté à dormir, donc de l'insomnie, souvent, c'est une plainte qu'on entend souvent là, chez la clientèle qui souffre d'insuffisance cardiaque. Si vous avez de la difficulté à gérer l'impact de l'insuffisance cardiaque sur vos activités quotidiennes ou sur vos relations, si vous avez un sentiment de perte de contrôle sur votre consommation d'alcool ou de drogue, si vous vous sentez isolé ou si vous en ressentez le besoin tout court, toutes des bonnes raisons là, pour consulter. Et c'est bien important de ne pas hésiter à le faire. Je ne pourrais jamais le dire assez. Et c'est un signe vraiment de courage et d'humilité de le faire. C'est vraiment pas un signe de faiblesse. Donc, c'est important d'en parler à votre équipe médicale pour trouver les ressources, soit dans votre hôpital ou dans votre communauté pour avoir du soutien en santé mentale. Donc, on va regarder maintenant comment, oups, les diapositives tournent un peu trop vite. Je vais revenir à la diapositive juste avant. Donc, comment être un bon ambassadeur pour votre propre santé mentale? Malheureusement, dans notre société,
on a encore des préjugés par rapport à la santé mentale, ce qui m'attriste beaucoup parce que ça devait être aussi important de prendre soin de sa santé mentale que la santé physique. Je pense qu'on ne peut jamais assez mettre l'accent là-dessus. Donc, je pense que dans votre vie quotidienne, il y a des petites stratégies que vous pouvez employer pour favoriser la diminution des préjugés à ce niveau-là. Donc, d'accepter vous-même vos limites et votre état émotionnel et mental avec bienveillance, sans jugement, très important. De parler de vos difficultés émotives et mentales avec vos proches, avec votre famille, vos amis et les collègues de confiance que vous pouvez avoir. De parler aussi de vos difficultés émotives avec votre équipe médicale, très important. Non seulement pour qu'ils puissent vous aider, mais aussi pour les sensibiliser à ça, puis pour qu'ils puissent aussi évaluer l'évolution de votre état tout au cours de votre traitement et aussi d'accepter l'aide. Donc, c'est un signe de force et de courage de le faire, comme je l'ai mentionné. Et déjà là, si vous faites ça, je pense que vous pouvez être des très bons ambassadeurs là, pour les soins en santé mentale liés à l'insuffisance cardiaque. Maintenant, pour les professionnels de la santé qui sont avec nous aujourd'hui, nous aussi, on peut faire des choses pour être de meilleurs ambassadeurs pour la santé mentale de nos patients. Donc, quelques stratégies. La première, c'est de combattre les préjugés qui sont véhiculés au sein de notre équipe envers les difficultés en santé mentale. Donc, d'être capable de les déceler, puis de les corriger, entre guillemets, d'y apporter des nuances. De maintenir un esprit ouvert puis une posture sans jugement lorsque nos patients nous parlent de leurs propres difficultés de santé mentale ou émotionnelle. D'évaluer le bien-être émotif et le niveau de souffrance de nos patients régulièrement, vraiment de l'inclure dans la routine de nos soins d'offrir des références en santé mentale lorsque nécessaire, de prendre la parole aussi au sein de nos équipes interdisciplinaires pour mettre de l'avant les soins en santé mentale et se considérer soi-même avec bienveillance, accepter nos propres limites, nos états émotionnels sans jugement comme nous le prescrivons, puis aller chercher pour nous-mêmes de l'aide aux besoins. Donc, on peut être des modèles aussi à ce niveau-là. Puis si on y croit nous-mêmes, ça va être beaucoup plus facile de convaincre nos patients d'accepter les soins quand on va leur proposer. Donc, j'aimerais vous laisser ici avec une citation de Leonard Cohen que j'apprécie beaucoup et qui me touche beaucoup, puis qui me fait penser à toute la résilience des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque que j'ai eu la chance de rencontrer. Leur résilience, puis aussi l'espoir qu'il faut nourrir chez eux, l'espoir d'avoir une vie meilleure, l'espoir d'avoir des traitements qui vont les soulager davantage et la nécessité qu'ils croient en leur capacité à retrouver une vie qui va pouvoir leur procurer du bonheur et puis les garder en contact avec leurs projets et puis leurs proches le plus longtemps possible. Donc, les messages pour les cliniciens, c'est vraiment d'évaluer et d'identifier la détresse émotionnelle puis les complications de santé mentale, de l'insuffisance cardiaque dans vos rencontres de façon régulière auprès des patients, puis d'agir comme ambassadeur de la santé mentale aussi, avec les stratégies que je vous ai proposées. Et pour nos patients, bien, de surveiller votre état émotionnel et de demander de l'aide lorsque requis. Donc, aux transitions importantes au niveau de votre maladie, au niveau des traitements ou lorsque vous en ressentez le besoin tout court. C'est important de le faire puis de considérer ça, comme je l'ai indiqué, comme un signe de résilience, de courage de le faire et de force et non de faiblesse. Et de développer aussi vos propres stratégies d'adaptation pour assurer votre bien-être puis la bonne gestion de votre insuffisance cardiaque. Donc, vous pouvez vous inspirer là, des stratégies que j'ai tenté de vous communiquer aujourd'hui. Donc, je vous remercie, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Un grand merci, Dr. Lehoux, d'avoir partagé votre expertise et votre expérience sur les soins de l'insuffisance cardiaque. Très apprécié. Alors, encore un grand merci à nos deux conférencières pour des présentations fort intéressantes. Nous sommes déjà rendus à la période de questions, puis vous avez la possibilité d'écrire vos questions dans la section questions à l'écran, mais je vais y aller déjà avec des questions. La première question s'adresse à Marie-Ève. Quelle est la meilleure façon d'aborder le sujet de la santé mentale avec son médecin pour la première fois? Mais moi, ça s'est fait lors de ma première hospitalisation. Dans le fond, quand j'ai eu mon diagnostic,
étant donné que mon état était très, très critique, puis qu'on savait pas trop si j'allais vers la greffe ou pas, c'est l'équipe qui est venue directement vers moi. Mais par la suite, quand je suis retournée à la maison, puis tout ça, quand j'en ai ressenti le besoin, on m'avait dit pas de problème, tu communiques avec nous. Puis je savais qu'en cas de besoin, je pouvais entrer en communication par mes médecins avec l'équipe qui pourrait s'occuper du point de vue psychologique pour m'aider à passer à travers mes différents questionnements. Merci. Merci. Puis peut-être, Madame Martin, peut-être que je pourrais rajouter pour les personnes qui n'auraient pas accès directement à des services psychologiques, la façon d'en parler à votre équipe traitante, c'est moi je dirais assez directement, puis je leur parlerai directement juste du fait que vous avez de la détresse par rapport à votre maladie, puis de demander s'il n'y aurait pas des personnes spécialisées en santé mentale, psychologues, psychiatres, qui pourraient vous accompagner dans les défis. Donc, de prendre le risque d'en parler de façon directe et de ne pas hésiter à expliquer là, vos difficultés. Merci beaucoup, puis merci d'avoir complété la réponse, Dr. Lehoux. Une question pour vous, Dr. Lehoux. Vous avez mentionné que l'exercice est important pour améliorer la santé mentale. Comment puis-je savoir quels exercices seront sûrs et efficaces pour une personne souffrant d'insuffisance cardiaque? C'est une très bonne question. En fait, je ne peux pas y répondre directement parce que je ne suis pas une spécialiste de l'activité physique, mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous référer à votre médecin traitant qui va prescrire des tests nécessaires pour voir quel niveau d'exercice vous allez pouvoir tolérer. Donc, souvent, il y a des épreuves à l'effort ou des VO2 max qui sont prescrits pour voir qu'est-ce que vous êtes capable de soutenir comme effort physique. Puis, un suivi qui est prescrit par la suite en réadaptation cardiaque avec des professionnels qui sont habilités à suivre là, des personnes qui souffrent de l'insuffisance cardiaque. Donc, il ne faut surtout pas s'improviser. Et puis, chaque personne a des tolérances différentes au niveau de l'insuffisance cardiaque. Mais souvent, les cardiologues, les médecins vont dire que de marcher et d'y aller à votre tolérance, ça peut être tout à fait bénéfique. Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire dans son quotidien. Et même si c'est 2-3 minutes à la fois, c'est pas grave. Toutes les minutes comptent au niveau de l'activité physique. Mais important d'en parler à votre médecin traitant qui va vous référer aux professionnels nécessaires là, pour évaluer votre capacité à l'effort en toute sécurité. Merci. Je pense que la prochaine question peut s'intéresser aux deux, à Marie-Ève et à Dr. Lehoux. En tant qu'aidant, que dois-je faire en premier si je remarque que mon proche présente des symptômes de dépression? Alors, peut-être l'avis de Dr. Lehoux, mais aussi l'avis de la personne qui a l'insuffisance cardiaque. Okay. Est-ce que Marie-Ève, vous voulez que je réponde en premier ou Marie-Ève peut peut-être oui, répondre? Oui, allez-y en premier, je compléterai. Ah, OK, parfait, parfait. Donc, si je comprends bien, c'est si un proche aidant se rend compte que son conjoint ou sa conjointe est déprimé. Ben, la première des choses, moi j'irais tranquillement, j'essaierais de nommer les choses, de demander en fait comment la personne se sent, d'y aller avec ça en premier, puis d'avoir un dialogue sur ce qui se passe parce que de donner un espace pour que la personne puisse juste exprimer peut-être sa peine, sa difficulté à vivre avec l'insuffisance cardiaque. Déjà là, c'est une première étape qui peut être intéressante, d'y aller sans jugement évidemment, puis en soutenant. Par moment, les personnes qui sont plus déprimées ont de la difficulté à même réaliser qu'elles sont déprimées ou peuvent avoir de la difficulté ou de la honte à parler de leurs émotions ou de leur vécu plus affectif. Donc, c'est important de les rassurer qu'on n'est pas en train de les juger, que ça peut être tout à fait normal d'éprouver de tels sentiments ou de tels symptômes par rapport à la maladie, de leur dire qu'on est là pour eux, qu'il y a des professionnels de la santé qu'on peut en parler, de les encourager à en parler à leur médecin. Le médecin de famille peut être une bonne ressource, le cardiologue. Si vous êtes inquiet aussi, puis si ça ne marche pas, des fois, ça peut être d'accompagner votre proche aussi au cours d'un rendez-vous médical, s'il accepte. C'est plus difficile en temps de COVID, mais ça peut se faire aussi, puis vous pouvez en parler
avec l'équipe traitante si votre proche est d'accord, bien sûr, parce qu'il faut respecter l'autonomie aussi de votre proche. Mais je dirais d'y aller de façon graduelle, puis tout en ayant en tête que quelqu'un qui est déprimé peut être sensible au jugement et puis a besoin de se faire accompagner avec chaleur et bienveillance. C'est ce que je dirais en premier. Mais moi, dans le fond, je suis d'accord à 100%. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est de pas essayer de jouer au thérapeute, justement, d'être là pour la personne, de dire que vous êtes présent, mais pas de dire je sais ce que tu veux ou quoi que ce soit. C'est juste d'accompagner, et comme Dr. Lehoux disait, oui, de recommander d'aller vers quelqu'un de compétent, un thérapeute, d'aller chercher de l'aide, mais pas en faire pas dire à la personne, ben là, il faut que tu consultes, ça va pas bien, puis rentrer dans la personne comme ça trop agressivement, ça l'aidera pas. C'est de l'accompagner, d'aller au rythme de la personne. Il y en a qui sont plus faciles à convaincre d'aller chercher de l'aide, qui sont rendus à cette étape-là dans leur processus, mais il y en a qui sont très, très loin dans le processus d'acceptation. Comme je disais tantôt, il y en a qui ont du jugement face au fait de consulter. Donc, qui vont avoir de la réticence. Donc, c'est de les accompagner simplement là-dedans, de ne pas les pousser plus fort qu'ils sont capables de l'accepter, mais en restant présents et à l'écoute. Merci beaucoup pour cette excellente réponse. Une question pour Dr. Lehoux. Sachant que les soins qui tiennent compte des traumatismes nécessitent une approche multidisciplinaire complète, y a-t-il une ou deux choses simples que je peux faire dans ma pratique individuelle avec les patients atteints d'insuffisance cardiaque pour évoluer vers une approche de soins tenant compte des traumatismes? Oh, c'est une question complexe, puis en même temps, je ne suis pas sûre qu'il existe une réponse si simple que ça. Donc là, je ne sais pas si je m'adresse à une professionnelle de la santé mentale ou si c'est un médecin ou une infirmière. Mais je pense que d'être sensible au fait qu'il se pourrait que l'expérience de l'insuffisance cardiaque rejoue pour certains de nos patients une expérience du passé qui a été difficile. Ça peut être très bénéfique d'être alerte à cette possibilité-là, puis d'aider nos patients à le verbaliser, à en parler s'ils sont tout à fait ouverts, bien sûr, à le faire. Donc, déjà là, de les accueillir dans l'expérience, puis de délicatement poser les questions. Pas en leur mettant des mots dans la bouche, mais en les questionnant, à savoir est-ce que ça leur rappelle des souvenirs difficiles. Déjà là, ça peut être très, très bien. Puis la deuxième chose, c'est si vous notez que c'est difficile pour le ou la patiente de parler de ces choses-là, puis que ça peut faire revivre des choses qui vont être traumatisantes ou retraumatiser ou bouleversantes, c'est vraiment de les diriger vers des soins en santé mentale parce que c'est vraiment en psychothérapie qu'on peut aller traiter ces enjeux-là. Donc, je pense que quand on offre les soins médicaux, c'est d'être sensible au fait que ça peut se reproduire. Puis chez ces patients-là aussi, quand on leur offre des soins, c'est bien important d'avoir un environnement qui est sécurisé, d'essayer de donner le plus de contrôle à nos patients, de leur expliquer ce qui va arriver pour évidemment pas reproduire quelque chose qui a été difficile dans le passé, mais de les référer en même temps pour un suivi conjoint. Donc, ça peut être un suivi conjoint dans vos équipes interdisciplinaires s'il y a des psychologues qui sont là. Mais sinon, c'est d'essayer de trouver dans les secteurs de nos patients de l'aide psychologique qui peut être bénéfique. Donc, je suis désolée, je n'ai pas de réponse magique à la question, mais c'est mes réflexions qui me viennent en premier. C'est très, très bien. J'ai une question, je pense que celle-là aussi pourrait s'adresser aux deux. Lorsque mes patients sont dans le déni, comment puis-je les aider? Alors, je pense que d'avoir la vision de Dr. Lehoux et de Mme Auger serait bien. Je vais te laisser commencer, Marie-Ève. De mon point de vue à moi, il y a des choses qui sont très dures à accepter. Donc, c'est d'y aller petit pas par petit pas. Puis, tu sais, si on voit que la personne a un blocage, c'est d'essayer d'autres techniques. Moi, dans mon cas,
c'était plus au niveau de certains deuils, au niveau de ce que je voulais contrôler, puis tout ça, mes projets. Donc, ça a été de m'amener à voir que j'avais le contrôle sur certaines choses. Donc, au niveau du déni, dans mon cas, moi, ça n'a pas été, je crois pas en tout cas que ça a été si difficile que ça. Mais c'est de dénouer tranquillement les questionnements et les inquiétudes que la patiente peut avoir. Donc, je rajouterais à ça, ce qu'il faut considérer, c'est que le déni, c'est vraiment un mécanisme de défense. Donc, quand la réalité, elle est trop difficile à accepter pour une personne, quand ça cause trop d'anxiété, ben, on a tendance à repousser cette réalité-là pour continuer à bien fonctionner puis maintenir notre estime, notre sentiment d'identité. Donc, quand on considère que c'est une défense qui est nécessaire pour faire face à un stress important comme un diagnostic d'insuffisance cardiaque ou une nécessité d'aller vers la greffe, mais ce déni-là, il ne faut pas le confronter de façon directe parce que nos patients peuvent en avoir besoin pour fonctionner. Donc, ils ne font pas exprès d'être en déni, c'est vraiment parce que c'est nécessaire pour leur adaptation. Donc, c'est vraiment d'y aller tranquillement puis de les aider à digérer la réalité. Puis certains de nos patients peuvent vivre des périodes de déni quand c'est plus difficile, mais peu à peu prendre le temps de digérer au fur et à mesure leur expérience. Donc, moi, je vous dirais de ne pas le confronter directement, d'y aller tranquillement, de parler peut-être des contradictions dans leur comportement. Donc, ils veulent évidemment se faire aider, ils viennent vous voir, vous les professionnels de la santé, mais en même temps de regarder bon, ce qu'ils font qui est plus nuisible. Donc, de regarder un peu le paradoxe entre vouloir se faire aider, vouloir optimiser la santé, regarder ce qui est plus difficile de faire au niveau là, du plan de traitement, puis peu à peu les aider à digérer cette réalité. Mais certaines personnes vont rester en déni pendant la majeure partie de leur maladie, pour une partie de leur maladie, parce qu'ils ne sont pas capables de vivre autrement. Puis il faut le respecter puis les accompagner là-dedans tranquillement aussi. Merci beaucoup. Il ne semble pas y avoir d'autres questions et on arrive vers la fin du webinaire. Encore un grand merci à vous deux d'avoir répondu aux questions. Vous avez très bien répondu aux questions. Je suis certaine que ça va aider notre auditoire. Cœur et AVC offre des communautés de soutien aux survivants d'un AVC et aux personnes qui vivent avec une maladie du cœur, ainsi qu'à leurs aidants. Il y a 2 communautés distinctes de soutien en ligne sur Facebook. Elles sont sûres, elles sont inclusives et respectueuses. Les survivants et les aidants naturels obtiennent du soutien social, émotionnel de leur pairs. Alors, vous pouvez voir sur la diapo le lien pour accéder à ces communautés en ligne. J'aimerais terminer. Oups. Moi aussi, des fois, ça va un peu vite. J'aimerais terminer en vous mentionnant de vous assurer que vous êtes bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar, comme mentionné au début de la présentation, afin de recevoir le questionnaire d'évaluation qui vous donnera accès à votre certificat de participation ainsi que le lien pour réécouter l'enregistrement. Vous pouvez également participer à la conversation sur Twitter. Ceci met fin au webinaire. Alors, merci à tous pour votre participation. Encore un grand merci à nos 2 conférencières et restez à l'affût de nos prochains webinaires qui sont tenus régulièrement. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir. Merci, Dr. Leroux. Merci, Marie-Ange. Merci beaucoup.